Un jeune garçon nommé Nakamura déménage de Tokyo à Okinawa et a du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école. Il rencontre une fille, Ina, dont il tombe amoureux. Cependant, un obstacle se présente, elle lui parle dans le dialecte local, l'okinawaien, qu'il ne comprend pas. Malgré cette barrière linguistique, Nakamura est déterminé à communiquer avec elle, ce qui mène à des moments à la fois amusants et touchants, alors qu'ils tentent de surmonter leurs différences et de se rapprocher d'elle dans cet environnement inconnu. Lors de leurs échanges, Nakamura se sent exclu, incapable de comprendre ce qu'elle dit. Heureusement, un camarade de classe nommé Iga intervient pour traduire les paroles de Ina. Petit à petit, Iga aide Nakamura à surmonter cette barrière linguistique. Nakamura devient plus à l'aise grâce aux traductions, ressentant un mélange de frustration, de jalousie et d'admiration en voyant le lien étroit qui unit Iga et Ina. Malgré les défis, Nakamura commence à établir une connexion avec Ina grâce à l'aide précieuse de Iga. Cela mène à de petits moments de soutien et de compréhension entre eux. Nakamura se sent coupable de toujours compter sur son camarade Iga pour traduire. Pour la remercier, il lui propose une boisson fraîche, mais Iga insiste qu'il n'a rien à lui offrir en retour, heureuse de pouvoir l'aider. Nakamura admet que le dialecte est difficile, bien que Iga prenne secrètement plaisir à l'aider et souhaiterait lui dire qu'elle aime passer du temps avec lui. Plus tard, lorsqu'Ina parle à Iga en dialecte, Nakamura essaie de comprendre en prenant des notes, mais Iga le rassure rapidement en disant qu'il n'a pas besoin de s'inquiéter de la signification. Iga est secrètement soulagé que Nakamura ne maîtrise pas encore le dialecte. Alors qu'il marche avec Ina vers l'école, ils discutent d'émissions télévisées. Nakamura avoue qu'il a du mal à comprendre son accent, ce qui rend la communication difficile. En chemin, il aperçoit Iga et l'interpelle. À sa grande surprise, une foule de personnes se retourne, répondant tout au nom de Iga. Il découvre que Iga est un nom très courant à Okinawa. À l'école, Ina lui explique que s'il appelle quelqu'un du nom de Iga dans un grand groupe, cela peut provoquer une confusion, car beaucoup partagent ce nom de famille. Pour plaisanter, Nakamura compare cela à un scénario de film de zombies et dit que c'est comme un nom aussi commun que Tanaka. Iga rit et lui fait remarquer que Tanaka est en réalité un nom assez rare. Nakamura, soucieux d'éviter de créer des malentendus, promet d'être plus prudent lorsqu'il appelle Iga. Ina lui suggère alors d'utiliser simplement son prénom. Elle explique qu'à Okinawa, l'utilisation des prénoms est plus fréquente, car de nombreuses personnes partagent le même nom de famille. Elle ajoute que son prénom est Kana, ce qu'elle trouve mignon, et encourage Nakamura à l'utiliser. Après les cours, Nakamura croise Iga sur le chemin du retour. Il hésite, se rappelant le moment gênant de plus tôt. Un peu embarrassé, il l'appelle par son prénom, Kana-san. À sa grande surprise, les passants réagissent avec choc. Nakamura, confus, se demande s'il a fait une erreur. Une femme âgée à proximité commente que cela sonnait très romantique, laissant entendre qu'il a mal prononcé son prénom. Elle explique que la manière dont il a prononcé cela pourrait signifier « je t'aime » dans le dialecte local. Nakamura tente de se corriger, mais Iga semble ne pas remarquer la situation. La femme, en plaisantant, suggère que Iga devrait répondre à son petit ami, ce que Iga nie rapidement. Nakamura, toujours troublé et ne comprenant pas tout à fait, lâche une autre variation de son prénom. Le lendemain, Nakamura rencontre un enfant en pleurs dans la rue et essaie de le réconforter, mais l'enfant se met à pleurer encore plus fort. Iga et Ina arrivent bientôt, et Ina parle à l'enfant dans le dialecte local. Nakamura peine à comprendre à cause de l'accent prononcé. Iga intervient pour expliquer qu'Ina demande à l'enfant s'il est perdu. Nakamura devine que l'enfant a trébuché en cherchant sa mère. Ina rassure l'enfant en disant que tomber a dû être surprenant et ajoute une phrase réconfortante dans le dialecte local. Curieux, Nakamura demande à Iga la signification de cette phrase. Iga explique qu'il s'agit d'une expression traditionnelle d'Okinawa appelée Magui-gumi, souvent utilisée par les grands-mères. L'enfant continue à chercher sa mère, mais Ina, avec humour, lui dit qu'Okinawa est petite et qu'il n'a pas besoin de se presser. Une fois que l'enfant perdu est réuni avec sa mère, il dit à Ina qu'il n'a pas compris grand-chose de ce qu'elle a dit et lui demande de répéter. Ina, surprise, remarque que les enfants d'aujourd'hui ne parlent pas très bien le dialecte local, l'okinawaien. L'enfant tente de la réconforter en disant qu'il a compris une partie de ce qu'elle a dit. Ina réfléchit alors à quelque chose que sa grand-mère lui avait partagé à propos de la culture d'Okinawa. Au lieu de dire au revoir, les anciens disent souvent à bientôt ou à demain, car ils croient qu'ils se recroiseront tant qu'ils restent sur l'île. Cette phrase porte une signification plus profonde, symbolisant des liens qui perdurent au-delà de cette vie. Alors qu'ils se rendent à l'école, Ina partage une réflexion qu'Iga traduit pour Nakamura. Elle lui dit que l'enfant qu'ils ont aidé semblait réticent à partir. Nakamura trouve ce moment touchant, mais les choses prennent une tournure surprenante lorsqu'ils rencontrent un taureau géant bloquant leur chemin. Nakamura, effrayé, demande pourquoi le taureau est là. Iga explique que c'est la saison des combats de taureaux et qu'ils entraînent le taureau sur la plage. Nakamura, encore sous le choc, commente à quel point cela est inattendu. Ina fait remarquer que la surprise a fait s'échapper son âme de son corps et lui propose un remède traditionnel d'Okinawa appelé Magui-gumi pour le réconforter. Bien que Nakamura soit hésitant,
Ina lui explique que ce remède est beaucoup plus fort pour les adultes et peut être assez intense. Elle plaisante en disant que les vieilles dames d'Okinawa sont encore plus puissantes avec ce remède. La scène se termine avec Ina rappelant avec humour au propriétaire du taureau de ramasser les déchets de l'animal, ce qu'il accepte de faire. Plus tard, à l'école, Nakamura est surpris lorsqu'un de ses camarades mentionne le sata andagi, un dessert frit enrobé de sucre. Réalisant qu'il ne l'a jamais goûté, il exprime son intérêt à y goûter, et plusieurs camarades de classe proposent de lui en apporter. Shimoji propose que sa grand-mère prépare des sata andagi et les apporte à l'école le lendemain. D'autres camarades de classe, comme Naguna et Enima, offrent également de lui en apporter, ce qui fait sentir à Nakamura qu'il a soudainement gagné en popularité. Alors qu'il commence à se demander s'il est en train de devenir populaire, une fille assise derrière lui explique qu'il est victime d'un phénomène appelé Kami-Kami Attack. Elle décrit cela comme une situation dans laquelle les visiteurs à Okinawa sont submergés de nourriture, surtout lorsqu'ils visitent la maison d'un parent, car les habitants d'Okinawa ont un fort désir de partager leur nourriture avec leurs invités. Nakamura est un peu surpris par cette idée, mais trouve cette tradition intéressante. Pendant ce temps, Ina demande si Kana pourrait aussi en préparer. Le lendemain, Nakamura découvre que sa table est couverte de sata andagi que ses camarades ont apporté, et Ina le surprend en lui apportant également des sata andagi. Il la remercie, pour découvrir que ce sont en réalité les sata andagi préparés par sa grand-mère. Reconnaissant, Nakamura apprécie la grande quantité qu'elle lui a donnée. Alors que Ina salue Kana, Nakamura fait de même, mais il remarque que Iga semble étrangement embarrassée et silencieuse. Il lui demande si quelque chose ne va pas, mais Iga nie et commence à prendre de profondes respirations, ne pouvant pas expliquer ce qui la dérange. Plus tard, Iga se sent partagée à propos des sata andagi qu'elle a faites pour Nakamura, regrettant de ne pas les lui avoir donnés plus tôt. Lorsque Nakamura remarque qu'elle semble déprimée, il lui demande si tout va bien, ce qui fait se demander à Iga si cela signifie qu'il se soucie d'elle. Juste à ce moment, Ina mentionne que les sata andagi de Kana étaient délicieuses, ce qui fait penser à Nakamura que Iga pourrait aussi lui avoir fait des sata andagi. Iga lutte pour savoir comment répondre, mais décide finalement d'offrir les sata andagi qu'elle a faites elle-même. Nakamura la remercie et plaisante en disant que son Kami-Kami Attack est arrivé un peu tard, et ils savourent ensemble les friandises. Nakamura est touché par la gentillesse de tous ceux qui l'entourent, surtout lorsque des camarades d'autres écoles apportent des sata andagi. Reconnaissant pour l'accueil chaleureux, Nakamura exprime combien il est heureux d'être à Okinawa. Kana rencontre Ina et Nakamura, tous deux un peu perplexes, fixant un homme près de la mer. Nakamura ne comprend pas bien la situation, mais Kana capte rapidement ce qui se passe et lui explique que Ina aime les vieux. Cela choque Nakamura, amoureux de Ina, mais il essaie de se convaincre qu'il s'agit simplement d'une manière maladroite d'exprimer son appréciation pour eux. Cependant, il devient évident qu'Ina préfère vraiment les vieux et ne veut pas que Kana le divulgue, car cela la gêne. Nakamura essaie de ne pas comprendre, car il ne parle pas l'okinawien. Malheureusement, Ina avoue adorer les baisers, ce qui déprime de plus en plus Nakamura. Comment la fille qu'il aime peut-elle avoir une telle préférence pour les vieux? Et de plus, Ina et Kana aiment les baisers, surtout Kana, qui les trouve très savoureux. Nakamura remarque alors un détail étrange, des baisers savoureux. En réalité, les vieux et les baisers désignent des poissons, un détail qu'il découvre après quelques recherches. L'homme que Gina observait sérieusement est en fait le frère de Kana, venu pêcher. Après cette découverte, Nakamura se sent beaucoup plus tranquille. Il remarque aussi que le frère de Kana ne semble pas si vieux. Ce dernier rencontre Nakamura et lui conseille de manger plus de poissons. Par la suite, Nakamura est particulièrement excité. Il est à Okinawa, avec du soleil, du sable et de la mer, un véritable rêve pour quelqu'un venant de Tokyo qui n'a jamais vu la mer. Il est enthousiasmé, surtout parce qu'ils ont une fête de classe à la plage. Ina et Kana arrivent pour l'aider, et le frère de Kana, Tetsu, lui rappelle qu'il doit bien s'hydrater, car Kana oublie souvent de boire. Nakamura découvre alors une particularité d'Okinawa qu'il ne connaissait pas à Tokyo. Là-bas, les gens ne sont pas très ponctuels. À Tokyo, tout le monde arrive en avance, mais à Okinawa, il est normal d'arriver à l'heure ou un peu en retard. Cela surprend Nakamura, mais c'est une habitude des Okinawais. Enfin, tout le monde arrive et la fête commence. Il prépare beaucoup de choses, mais ce que Nakamura attend le plus, c'est de pouvoir enfin nager, car c'est ce qu'on fait lors d'une fête à la plage. Mais au lieu de cela, ils enchaînent des activités typiques des Okinawais à la plage, aucune n'impliquant de se jeter dans l'eau. La soirée avance et tout le monde se prépare à rentrer chez soi. Nakamura se demande pourquoi personne ne s'est baigné. On lui explique que cela vient de la musamusha, un terme qui n'existe pas en japonais. Nakamura n'a aucune idée de ce que cela signifie, mais il apprend que cela pourrait se traduire par collant, ce qui explique pourquoi personne ne veut se baigner, ils ne veulent pas sortir de l'eau tout collant et inconfortable. Comme il ne savait pas que ce mot, musamusha, n'existait pas en japonais, tout le monde était un peu déprimé, car personne, même les plus âgés, ne savait que ce mot n'existait vraiment pas en japonais. Après cela, nous avons eu une journée normale de cours où Kana a dû faire quelques trucs,
donc Nakamura est resté seul avec Ina et ils pouvaient rentrer chez eux ensemble. Il voulait trouver une occasion de se rapprocher d'elle, ce qui ne se produira pas parce qu'il a commencé à pleuvoir. Oui, il a commencé à pleuvoir énormément, mais il était content parce qu'il avait un parapluie et il pouvait vivre cette scène typique des mangas et des animes où les deux se partagent le même parapluie. Cependant, il pensait qu'il était en train de trop rêver, et effectivement, il avait raison, car à Okinawa, lorsqu'il commence à pleuvoir, personne n'utilise de parapluie ou très peu. Pourquoi? Parce que la pluie est souvent accompagnée de vents forts, et avoir un parapluie devient un peu compliqué. Il se retourne, s'envole et devient surtout une gêne. Mais bien sûr, Nakamura ne le savait pas et il a été surpris de voir que tous les autres garçons, ses camarades, et même Ina, marchaient sous la pluie sans problème. De plus, les averses durent rarement longtemps, donc il y a du soleil, puis soudainement de la pluie, puis le soleil revient, et ainsi de suite. Nakamura a essayé de lui offrir son parapluie, mais le soleil est apparu et disparu. À un moment donné, il lui a dit qu'elle était en train de se mouiller trop et qu'elle pouvait utiliser son parapluie, mais Ina l'a regardé, et l'eau avait un peu traversé sa blouse, ce qui laissait entrevoir son soutien-gorge. Embarrassé par la situation, Ina s'enfuit sans retourner. En chemin, Nakamura a rencontré Kana, qui était assise tranquillement, et observait Ina et des enfants jouant sur les bords de la mer. Nakamura se souvint que c'était là qu'il avait rencontré Iga, et bien sûr, Iga se souvenait de tout cela parce que c'est là qu'elle était tombée amoureuse de lui. Nous revenons un peu en arrière, au jour où Nakamura est arrivé à Okinawa. À Tokyo, il y avait une tempête de neige, et maintenant, il était à Okinawa, assis sur un banc, mourant de chaleur, un magazine dans la main. Un enfant s'approcha de lui et lui demanda comment il pouvait avoir ce magazine, puisqu'il n'était même pas encore sorti, et se demanda s'il était un voyageur du temps ou quelque chose comme ça. C'était simplement parce que ce magazine sort les lundis à Tokyo, mais à Okinawa, il sort les mardis en raison du temps qu'il faut pour l'acheminer. Et c'est ce que Kana a dû expliquer aux enfants pour qu'ils comprennent tout ça. En comprenant cela et sachant que le magazine lui arrivait le mardi, Nakamura lui a donné celui qu'il avait déjà lu. C'est là qu'il a pu se rapprocher de Kana, et elle lui a demandé d'où il venait, et tout ça. Un vent souffla et emporta la casquette que Kana portait, et elle faillit tomber dans l'eau, mais Nakamura courut et la rattrapa avant qu'elle ne soit mouillée. C'était vraiment génial, et Kana, évidemment, depuis ce moment-là, a commencé à ressentir quelque chose pour lui. Le problème, c'est que Nakamura ne sait pas nager. Finalement, il finit quand même par mouiller la casquette, ce qui fut un peu pathétique. Les enfants se sont bien sûr moqués, mais pas seulement lui ne savait pas nager, Kana non plus. Il a eu peur en essayant de récupérer sa casquette, et avec cela, elle est tombée amoureuse de lui. Nous revenons au présent, où il parlait et se souvenait de tout cela, et Kana semblait très heureuse qu'il puisse s'en souvenir. Ina pleurait toute cette histoire, parce qu'elle ne savait pas que le Jusp sortait un jour plus tôt à Tokyo, ce qui lui semblait vraiment injuste. Ce jour-là, quand Kana et Nakamura se sont rencontrés pour la première fois, elle aurait voulu continuer à lui parler. Elle ne savait pas si elle le reverrait, mais elle fut surprise de le voir entrer dans le même institut et même dans la même classe. Elle était vraiment surprise et voulait lui parler, mais ne savait pas comment faire. De son côté, Nakamura était assez gêné parce qu'il voulait aussi être ami avec elle, mais tout le monde se connaissait sauf lui, car il était le seul à ne pas être originaire de l'île. C'est là qu'Ina apparaît dans l'histoire. Elle s'approche pour parler à Nakamura en Okinawa, et comme il ne comprend pas, c'est le moment pour Kana d'entrer et de pouvoir traduire, utilisant cela pour pouvoir lui parler. Dans une autre scène, nous voyons Nakamura prendre des photos de statues de Shiza, ce qui suscite la curiosité de ses amis Ina et Kana. Ina regarde son album photo et découvre qu'il est rempli de clichés de statues Shiza, ce qui pousse Kana à se demander si Nakamura demande toujours la permission avant de prendre ses photos. Nakamura montre ensuite une photo de son ancienne maison, qui inclut une gare, ce qui enthousiasme Ina, car les trains n'existent pas à Okinawa. Plus tard, Nakamura fait un commentaire désinvolte sur la mignonnerie des visages des Shiza, ce qui surprend les autres. Pacha explique alors que, dans la culture okinawaïenne, les visages des Shiza sont en réalité considérés comme peu attirants. Cela amène Nakamura à remettre en question sa perception de la beauté, tandis que Kana réfléchit aux préférences de Nakamura. Ina lui enseigne ensuite la signification des statues Shiza à Okinawa. Lorsqu'elle dit quelque chose en dialecte okinawaïen, Nakamura est confus, et Kana lui explique. Ina révèle que le Shiza mâle, à droite, ouvre la bouche pour attraper les mauvais esprits et empêcher leur entrée dans la maison, tandis que le Shiza femelle, à gauche, garde la bouche fermée pour conserver les bénédictions. Ina ajoute que les statues de Shiza étaient historiquement fabriquées à partir de matériaux restants utilisés par les couvreurs lors de la construction des maisons. Cela signifie que les anciens Shiza peuvent avoir des apparences uniques, voire étranges, selon les matériaux disponibles. Nakamura est surpris, réalisant que les Shiza ont une histoire plus riche qu'il ne l'imaginait. Ina, ravi que Nakamura commence à s'intéresser à la culture okinawaïenne, continue avec enthousiasme de lui expliquer davantage sur les Shiza. Son enthousiasme est si contagieux qu'elle ne peut s'arrêter de parler,
impatiente de partager tous les détails avec lui. Pendant le déjeuner à l'école, alors que les amis de Nakamura l'invitent à aller au magasin, une annonce du club de diffusion de l'école retentit à travers l'interphone. Le segment commence par une chanson folklorique d'Okinawa, et dès que la musique démarre, tout le monde dans la salle commence à bouger de manière incontrôlable. Nakamura est perplexe, mais Ina lui explique rapidement qu'il s'agit du kashashi, une danse traditionnelle que les Okinawaïens ne peuvent s'empêcher de faire lorsque cette chanson spécifique est jouée. Kana révèle que cette danse fait partie intégrante de la culture et se transmet de génération en génération, même si elle n'est pas officiellement enseignée dans les écoles. Pacha ajoute que le kashashi est courant lors de rassemblements sociaux comme les mariages ou les festivals. Nakamura est émerveillé, et ses amis partagent des histoires sur la façon dont ils ont appris la danse, que ce soit en famille ou lors d'événements locaux. Ina souligne ensuite l'importance culturelle plus profonde du kashashi, expliquant que ce n'est pas seulement une danse, mais une partie intégrante de ce que signifie grandir à Okinawa. Elle ajoute que Nakamura pourrait un jour l'apprendre à ses enfants s'il épouse quelqu'un d'Okinawa, perpétuant ainsi la tradition comme ses grands-parents l'ont fait pour ses parents. Nakamura commence à imaginer un avenir avec Ina et leurs enfants, mais il chasse rapidement cette pensée. Pendant ce temps, Ina imagine un scénario, 50 ans plus tard, où le petit-fils de Nakamura lui demande d'enseigner la danse kashashi. Elle imagine Nakamura répondant qu'il ne sait pas danser, ce qui la pousse à s'inquiéter pour l'avenir de l'enfant. Déterminée à l'aider, Ina insiste pour que Nakamura apprenne la danse afin qu'il puisse l'enseigner à son petit-fils. Cependant, Nakamura a du mal à l'apprendre, ce qui pousse Ina à demander l'aide de Kana. Kana, gênée, révèle qu'elle aussi imaginait un avenir où elle et Nakamura auraient des enfants ensemble. Embarrassée par ses propres rêveries, elle les rejette rapidement. La scène passe à l'après-école, où Ina et un groupe de camarades de classe sortent discrètement pour se rendre dans un salon traditionnel okinawaïen pour profiter de quelques collations. Nakamura, curieux, demande pourquoi ils se cachent. Ina explique qu'ils ne veulent pas être pris en train d'acheter des snacks après l'école. Nakamura, pensant que cela pourrait être quelque chose de plus grave, réalise finalement qu'il s'agit simplement d'une visite décontractée au salon. Au salon, Nakamura hésite sur ce qu'il doit commander et décide de copier les choix de ses amis. Ina commande du zanzai, ce qui choque Nakamura, car il s'attendait à quelque chose de différent. Alors qu'ils profitent de leur repas, Nakamura reste confus au sujet du plat, mais il continue de manger et de discuter. Ina dit quelque chose en dialecte okan, ce que Nakamura trouve mignon même s'il ne le comprend pas. Kana, qui essaie de traduire pour lui, semble déçu, ce qu'un de leurs camarades remarque. Le garçon intervient et traduit pour Ina, disant qu'elle parle de la délicieuse saveur de la nourriture. Kana semble frustré, et le scénario se répète alors que Ina parle à nouveau en okan. Kana tente de traduire, mais un autre camarade s'en charge à sa place, ce qui accentue l'agacement de Kana. Alors que l'agacement de Kana grandit, une camarade comprend ce qui se passe lorsqu'elle retourne chercher son portefeuille oublié. En revenant, elle entend Ina parler en okan et, lorsque Kana traduit, elle réalise pourquoi Kana est irrité. Les taquineries s'intensifient à mesure que les camarades commencent à remarquer les réactions et les sentiments de Kana. La scène se termine dans une ambiance légère, avec tout le monde riant et taquinant gentiment Kana, qui rougit face à la situation, tandis que Ina parle de zanzai de manière désinvolte. Plus tard, Nakamura assiste au festival Eza de la ville d'Uruma, un événement traditionnel d'Okinawa connu pour ses tambours et ses danses énergiques. En regardant la performance de l'association de jeunes de Bushikawa, Nakamura est impressionné et ravi d'être venu. Il se souvient que ses amis l'avaient invité et, bien qu'il ne sache pas au départ ce qu'était l'Eza, il est maintenant captivé par l'énergie et l'excitation du festival. Pendant l'événement, Nakamura remarque de nombreux couples et imagine ce que ce serait d'y venir un jour avec Ina. Cependant, il rejette rapidement cette idée, doutant qu'elle veuille y aller avec lui. Indécis sur ses sentiments, il n'a jamais eu le courage de les lui avouer. Alors qu'il observe les performances, Nakamura est fasciné par les danseurs, admirant la prestance des garçons et la beauté des filles. Cependant, son attention se porte sur Ina, qui se distingue par une tenue inhabituelle et une danse différente des autres. Au lieu de continuer la danse, Ina s'adresse au public, ce qui pousse Nakamura à penser qu'elle manque peut-être de confiance en elle pour danser. Il suppose qu'elle essaie d'interagir avec la foule à sa manière. Suzu et Naoya rejoignent Nakamura, et Naoya lui suggère de porter plus d'attention à Ina. Nakamura commence alors à remarquer l'enthousiasme qu'elle suscite. Naoya lui explique que Ina joue le rôle de Shondara, une position bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Le rôle de Shondara implique bien plus que de danser, il s'agit de gérer les participants, d'organiser les séquences, de donner le signal pour les chansons et de veiller à ce que tout se déroule sans accroc. Naoya ajoute que cette responsabilité nécessite une grande observation et beaucoup de détails. Nakamura réfléchit à son premier jour d'école, se rappelant comment Ina l'avait approché gentiment lorsqu'il était seul, le faisant se sentir le bienvenu. Alors que les sons du festival le ramènent au présent, Nakamura réalise qu'il n'a jamais vraiment remercié Ina pour sa gentillesse. Pendant le festival, il tente de lui exprimer sa gratitude, mais il a du mal à trouver les mots justes.
Bien qu'il veuille lui dire merci, il devient nerveux et hésitant. Finalement, Nakamura reste indécis, partagé entre l'idée de lui avouer ses sentiments ou simplement de lui montrer sa reconnaissance. La scène se termine sur son dilemme, ses pensées restant inexprimées pour le moment.